Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 15e petit déjeuner technique. Je suis Myriam Ferrier, chargée de mission rénovation chez Ecopolis. Ecopolis, c'est le pôle de ressources francilien pour le bâtiment et l'aménagement durable. Notre mission est d'accompagner la transformation des pratiques auprès des professionnels du secteur du bâtiment et de l'aménagement pour réduire son impact sur l'environnement. Euh, alors, pour réaliser cette mission, nous avons 4 types d'activités. Nous faisons de l'animation et de l'information à travers ce type d'événements, des petits déjeuners techniques, des tables rondes, des conférences. Et puis, nous diffusons aussi nos informations et les informations du secteur via notre site internet et notre newsletter. Ecopolis forme également. Nous avons plusieurs formations à notre catalogue ainsi que des formations sur mesure à votre demande. Nous avons également une 4e mission qui est une mission d'accompagnement à travers les démarches bâtiments durables et quartiers durables franciliens. Et nous avons récemment développé une 3e démarche qui est la démarche Écrin sur la qualité de l'air intérieur. Donc, pour participer à nos actions, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et aussi devenir adhérent. En devenant adhérent, vous participez plus particulièrement à nos actions en participant à nos groupes de travail qui permettent d'élaborer le programme de nos cycles d'événements comme le cycle réhabilité dont fait partie le petit déjeuner technique de ce matin. Donc ce cycle réhabilité, c'est la 12e édition cette année. Il a commencé le 24 janvier par une conférence inaugurale et s'est poursuivi avec 3 petits déjeuners techniques, donc aujourd'hui le 3e, ainsi que des visites d'opérations. Les petits déjeuners techniques qui ont eu lieu portaient sur la manière de travailler la trame et la structure du bâti pour un nouvel usage. Nous avons également parlé de façade et de la manière de l'adapter à un nouveau programme. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour parler des outils pour assurer la réversibilité des bâtiments, mais aussi de l'urbanisme. Toutes ces ressources sont disponibles sur notre site grâce à des replays et ce petit déjeuner technique est également enregistré. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Rubin, architecte, cofondateur de l'agence Canal Architecture, et Florian Dupont, cofondateur de ZEFCO, l'atelier de la ville en transition, bureau d'études et de conseil en environnement. Voilà, vous allez nous parler, Patrick, pendant une vingtaine de minutes. Vous allez parler des principes de la réversibilité tels que vous les avez dégagés de vos activités de recherche-action. Et puis vous allez ensuite parler de l'opération T-Bio, qui est une opération à Bordeaux qui met en œuvre, qui s'appuie sur le permis d'innover qui a été créé par la loi Elan. Et puis Florian Dupont, vous prendrez la parole pour parler donc de la réversibilité à toutes les échelles, pour ne pas se limiter à la question du bâtiment, mais donc parler aussi des questions plus larges. Et aussi, vous allez nous parler du carbone dans l'aménagement. Merci à tous les deux. Et voilà. Bonjour à toutes et tous. Oui, cette image, on la transporte depuis longtemps, puisque c'est la question où est-ce qu'on vit, où est-ce qu'on travaille, quelle est la raison qu'on ait fait depuis, on va dire, la reconstruction des tunnels pour construire des logements, mais autrement pour construire des bureaux, autrement pour construire des équipements, des hôtels. Et la question qu'on pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une synthèse de tout cela dans le système constructif qui fasse que des bâtiments soient construits sans avoir à déclarer auparavant qu'une fonction s'y installe. Alors, peut-être certains le connaissent, c'est notre... oui, on fait une forme de recherche-action, c'est-à-dire recherche... Quand on nous pose une question, on essaie de la réinterroger. Et quand on est sur les chantiers, ou du moins on fait
nos études, les concours, on essaie d'appliquer évidemment ce qu'on dit. Et ce qu'on dit, on l'a appris à travers beaucoup de contributeurs qui ont participé à ces livres, CTZ, le Construire réversible, Transformation. Ça n'est pas la même chose, c'est souvent confondu. Hein. On construit pour ne plus détruire, et on transforme pour ne plus détruire, et on sait que le foncier devenant tellement rare, on va plutôt aussi s'intéresser aux mauvais lieux, terrains vagues qui sont en périphérie des villes, et c'est le troisième livre qui s'appelle Zone, qui est notre dernier sorti. Voilà, je le disais, on va dire on peut pas dire ne plus détruire définitivement, mais moins détruire certainement pour toutes les raisons qu'on sait entre le carbone et ZAN et le manque de foncier. Alors en tant que un petit œuf s'est échappé de construire. En tant qu'architecte, la première chose à comprendre, c'est quand on édifie un bâtiment, on va choisir, quand on nous laisse choisir, et nous on a décidé de choisir le mode constructif. Le mode constructif, on élimine, si on peut dire, tous les systèmes qui sont en bleu, à gauche, et on va favoriser le poteau dalle, le poteau poutre, mais certainement le poteau dalle avec des grandes portées, et on a défini d'une manière tout à fait, on va dire, spartiate, 7 principes qui sont des sujets où tout le monde doit se retrouver. Par exemple, on ne construit pas un immeuble qui fait 18 mètres de profondeur. Pourquoi? Parce que si c'est du logement, on n'arriverait pas à retrouver la volumétrie qui nous est heureuse quand on sait qu'on peut faire des courants d'air et faire rentrer un peu plus d'air. On va plutôt, entre bureau et logement, proposer de faire 2,70 m. Tout le monde s'accorde aujourd'hui à penser cela. Et certains nous disent, mais comment, du bureau à 2,70, c'est 3,30. On dit, oublions le faux plafond et on sera très content d'avoir 2,70. En plus, pour des bureaux, quand sur des bureaux, on arrive à les construire. Au 4e étage, on a déjà un niveau de plus. Ce qui intéresse, je l'ai vu de manière, avec un peu d'humour, évidemment, les opérateurs. On propose de poser les circulations à l'extérieur pour pouvoir bénéficier à l'intérieur d'un plan libre. Et évidemment, poteau dalle, je viens d'en parler, des fusibles sont possibles dans les planchers, et puis il y a forcément les distributions qui se font en partie à l'extérieur, et on exploite les rez-de-chaussée actifs, comme souvent l'on dit, et évidemment les points hauts. Et alors, ça donne un bâtiment théorique. Là, je vous parle d'un moment de recherche. Hein. C'était vraiment fait à l'atelier en se posant des questions et comment faire qu'on soit capable de faire bureau comme logement sur un dessin pratiquement identique. Donc les 7 points sont là. On voit bien la façade qui peut bouger et notre limite, on s'est dit, il ne faut pas bouger plus de 20 ou 30% des composants pour passer de l'un à l'autre. Donc ça, encore une fois, c'est théorique. Hein. Alors, là, on le voit assez bien sur le plan haut. C'est une grande piste de danse hein, avec de grands franchissements de 7 mètres. On utilise des planchers type Rector, des préfats armés. Et puis, ce que vous voyez en gris, la petite vignette, là, ce sont les circulations, et on rejette toutes les circulations verticales, les gaines, les réseaux sur l'extérieur. Ce qui veut dire que la plage blanche, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le plan libre, à droite, à gauche, 2 configurations. Et encore une fois, c'est un dessin théorique. On est plutôt dans une proposition hybride, non genrée. On peut rentrer dans ce bâtiment et décider même de faire un hôtel, une école, des ateliers. Évidemment, toutes les complexifications se retrouvent en premier lieu dans la sécurité incendie, mais pas seulement dans la distribution des réseaux. Ce petit schéma
c'est accessible, hein, sur notre site, tous nos recherches sont évidemment en free, open source, comme on dit, et mes premiers bons copains m'ont dit, mais tu vas nous faire la ville, euh, tu vas nous faire la ville sur un seul modèle, donc on a essayé plusieurs figures urbaines comme le plot, et on s'est essayé à voir, on était toujours sur du fictif ici, comment les bâtiments pourraient exister dans la ville en les affectant pas. Ça, c'est pour la partie théorique. Il se trouve que une petite fée qui s'appelle Lise Mélian nous dit inscrivez-vous à un AMI, c'était en 2018, pour proposer au ministère du Logement, c'était de Normandie à l'époque qui en était le ministre, et on va proposer une possibilité de faire changer le CERFA, le fameux CERFA, c'est le document pour les permis de construire, et on va poser une case de plus qui va s'appeler réversible. Toujours dans cette idée théorique qu'on pouvait construire bureaux, logements, ateliers, résidentiels, hôtellerie, sur le même principe, et qu'à tout moment, on puisse changer l'affectation. Et on va gagner, on sera donc lauréat de cet AMI, et immédiatement Stéphane Defaille et Julien de Normandie viennent nous voir. Là on est reçus, fêtés parmi d'autres, d'ailleurs on était 7 lauréats, et ils disent, ce qui arrive assez rarement hein, dans l'histoire des architectes, on vous offre un terrain, pas le foncier, hein, on vous offre un terrain d'aventure à Bordeaux, tentez de prouver que c'est possible, et on va réussir sur un terrain qui ne ressemblait pas du tout à la barre, hein, à faire 2 tourelles, vous allez les voir, et faire que le permis de construire soit déposé, évidemment dans sa version originale, mais avec 2 possibilités, on les voit là, et ça c'est important pour essayer de comprendre, c'est pas qu'un problème d'architecture évidemment, c'est une question bien plus large et qui est administrative, de coupler logement et bureau sur les cadres conventionnels, c'est donc et ou. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de construire ce bâtiment à Bordeaux avec, nous avions choisi, comme c'est la première, 2 sujets, bureau, logement. Alors la première dérogation, et on va demander 3 dérogations, parce que c'est ça le permis d'innover, c'est que vous proposez un permis impossible à être traité par les services instructeurs, mais vous posez des dérogations, et ces dérogations, elles vont être suivies, puisqu'on a obtenu ce permis en mai 2023, après quelques années hein, d'insistance. La première dérogation, c'est de dire que l'EPA l'EPA c'est l'établissement public, tout ceci était autorisé, aujourd'hui ça va au-delà, hein, sur les terrains de l'État, nous autorisait à faire ceci, c'est-à-dire c'est un permis préfet, c'est un permis qui est instruit donc par l'État. La deuxième dérogation, elle est très basique, c'est que fiscalement, quand vous obtenez un permis, vous devez immédiatement payer vos redevances, qui sont évidemment différentes entre bureau et logement. Donc comment faire puisqu'on ne sait pas quelle va être l'affectation du bâtiment. Alors ainsi, on va retarder, c'est la dérogation qu'on demande, à la livraison du bâtiment de pouvoir dire, même 90 jours après la livraison du bâtiment, de dire s'il sera occupé par des bureaux ou des logements. Et la troisième dérogation la plus difficile évidemment, hein, c'est les pompiers. Alors cette image, c'est le projet tel qu'il va se construire. Ce que vous voyez en bleu, c'est une simulation des bureaux. Ce que vous voyez en couleur plutôt chaude, là, ce sont les logements. Et les pompiers voient ça, ils sourient. Les pompiers, ça sourit rarement, hein, mais ils sont là pour nous défendre. Et ils nous disent, on vous emmène au prochain feu, expliquez-moi, la nuit, il y a le feu, dites-moi où les gens habitent et où ils travaillent. Et on le savait, hein, bien entendu. Et
ils vont nous préciser, vous voyez, si les gens y travaillent, on va monter à l'échelle. Et si jamais... Non, pardon, si les gens ils dorment, on va monter les livrets à l'échelle, ils restent chez eux et on va tout au contraire les attendre au point de rassemblement en bas parce qu'ils vont, pour ceux qui travaillent, dégringoler par l'escalier de secours. Et donc cet épisode qui va nous retarder, et on va trouver la solution, c'est d'avoir cet immeuble qui est complètement sous DI, détection incendie, et qui ne distingue pas ceux qui travaillent et ceux qui dorment. Je vous passe... Alors, c'est un immeuble réversible, rapidement. Donc, vous vous souvenez peut-être les premières images, la bande théorique, on la brise, on en fait 2 tourelles, donc on a toujours nos 7 principes. Ce n'est pas du tout une prouesse technique. Ce sont deux plateaux construits donc en béton. Il se trouve que la configuration ici nous offrait la possibilité d'avoir un grand deck à air libre, ce qui nous arrangeait, et en plus on a créé des petites fabriques qui sont des lieux de délestage en plus. Ces plateaux peuvent être aménagés en bureau, tout en bureau, open space, ou en logement, là c'est le cas du logement. Ils peuvent également être en bureau, ouverts ou cloisonnés. Ils peuvent être logement ou bureau. Tous les scénarios sont possibles et il y en a, ils sont trop nombreux. Bien entendu, ça ne change pas tous les jours. Hein. Et donc, pour ceux qui le souhaitent, ils veulent aller plus loin dans surtout les textes réglementaires qui nous parlent de ce dossier du fameux permis d'innover. Non seulement vous pouvez aller sur notre site regarder Construire réversible, qui était le livre théorique, et également Construire réversible à Bordeaux, qui rassemble, dont les images sont rassemblées dans ce qui est dit. Alors, nous avons ici la vue de l'arrière du bâtiment qui devait être aveugle, où on a nappé l'ensemble de panneaux photovoltaïques. Bien entendu, on exploite les toitures, et le permis donc a été obtenu il y a 2 ans maintenant, et les travaux vont commencer en l'année 26. Vous dire aussi, c'est un complément qui date de quelques jours, hein, c'est la loi Debié vient enfin d'être légiférée. Ça permet aujourd'hui de construire des bâtiments sans affectation ou à multi-affectation sur tout le territoire national. Si vous tapez loi Debié, vous trouverez le complément à ce qui vient d'être présenté, parce que c'est important de comprendre. Il y avait le permis de faire, il y a eu la loi Elan, il y a eu le permis d'innover, il y a le permis à double état que vous devez connaître par rapport au JO. Et donc, il faudrait que je mette une 5e case qui parle du permis à plusieurs affectations désormais. Mais en fait, chaque fois qu'il y a une loi, elle écrase celle d'avant. Plusieurs transformations, mais ce n'est pas notre sujet. Mais vous voyez, si jamais ces bâtiments avaient été construits réversibles, on n'aurait pas à les exploser. Voilà. Je m'arrête là, non? Parce que j'ai consommé mes 20 minutes. Non? Vous avez 5 minutes, vous avez... Ah ben non mais enfin le lien se fait là, c'est qu'aujourd'hui il faut construire pour ne plus détruire, donc c'est ce que j'ai essayé d'illustrer, mais là on est sur un bâtiment de Claude Parent, c'était un concours RIVP, on l'a pas, on a gagné parce que on l'a le moins cassé possible, et puis aussi on avait rencontré Parent et on a... Le brutalisme ne nous effrayait pas. Bon, et c'est de dire très rapidement qu'on l'a à peine, mais ça c'était avant-après. Alors ce qui est important à retenir, mais on va retrouver le réversible, mais je ne veux pas noyer le sujet. Vous voyez, il était réversible ce bâtiment, même s'il faisait 16 mètres de profondeur, parce qu'on l'a traduit en résidence étudiante, donc du micro-logement, donc simple orientation. Mais il était tellement bien servi déjà par son escalier à double révolution, par le fait que des bureaux devenaient facilement des logements pour les travailleurs et les étudiants. On a eu surtout à se préoccuper de la façade. Et je vais aller assez vite pour vous dire ce qui nous a vraiment intéressé.
On l'a gagné, on l'a réalisé, on était à un prix très très bas. C'était 2016 les appels d'offres, on l'a livré en 2020 et ah ben non, j'ai pas, pardon, j'ai pas. Je voulais vous parler attendez, si ça va peut-être venir de l'industrialisation pour rentrer dans ces bâtiments, mais tout se casse, mais c'est très bien parce que je suis sûr que je suis à la fin de mon. Il y a de l'IA dans votre document, non? Dans votre PowerPoint pour qu'il m'arrête instantanément. Ouais. Non, c'est dommage. Non, ce que je voulais vous faire voir, c'est à quoi nous travaillons aujourd'hui. D'accord, il ne veut pas passer. Très bien, je finis sur cette image, c'est pour dire que pour transformer un bâtiment. Non, il n'y a plus. Attends. J'en ai pas pour longtemps. Si le power il peut marcher. Bon, écoutez, ce que je vous propose, il va être déposé. Ce petit livre Transformation de bureau en logement qu'on a fait avec les notaires Chevreux, des amis à Emo aussi, va être diffusé en ligne également et il a l'intérêt, mais c'est assez proche de réversible, hein, c'est pas la même chose. On va s'occuper aujourd'hui de tous les logements qui sont en carence, et il y en a énormément. Redisons-le, c'est 6 millions de mètres carrés en Île-de-France qui ne sont pas occupés et qui demain deviendront des logements. Mais je m'arrête là. Merci beaucoup. Il y a quelques questions qui ont été rédigées dans le chat. Merci à Camille d'avoir relayé ici. Donc, première question, il me semblait qu'actuellement, la norme pour les épaisseurs de bâtis tertiaires, notamment dans le cadre des normes thermiques, était plutôt de 15-18 mètres. L'exercice en triptyque bâti commercial, industriel, bureau, logement a-t-il été essayé? En triptyque. Mais pourquoi ce serait... Alors, le thermique, ça peut m'échapper, mais peut-être on essaiera quelque chose. Non, pour la question, si on regarde une série américaine et on regarde comment elle est filmée dans un bureau traditionnel de 18 mètres, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des bureaux qui sont à la lumière, deux circulations, une bande centrale où sont réunis les escaliers, la cafette et salles de réunion. C'est ça qui a fait les 18 mètres, c'est quelque chose d'extrêmement rationnel. Mais comment faire en 18 mètres pour après le transformer avec des logements? Peut-être un jour on travaillera avec des logements très très profonds et on y trouvera des fonctions dans le noir. Mais quand on fait 13 mètres, on sait exactement travailler dans 13 mètres parce que les salles de réunion elles s'improvisent. C'est plus les années 50. Oui, je pensais à Mad Men, non? La série là où on voit. Ça nous a été importé des États-Unis. Enfin, les Anglo-Saxons étaient très très friands de ce plan à 18, mais on peut aller même plus loin. La trame d'un 70, on faisait les parkings avec. On ira encore plus loin avec les faux plafonds qui ont fait vendre des milliards de mètres carrés de faux plafonds. Vous en avez même ici. Pour masquer quoi? Pour masquer les réseaux, mais les réseaux aujourd'hui sont minimisés, on n'a pas de crainte de les voir. Donc enfin, tout ceci est une petite révolution de l'intérieur pour tenter de remettre en question, surtout avec les générations montantes, des concepts qui ont été faits par mes parents et pour toi, par tes grands-parents. Sur la thermique, il n'y a pas de norme à proprement parler qui fixe une épaisseur, c'est important de le dire. Par contre, c'est vrai qu'en ce moment, avec la réglementation environnementale, la mesure thermique et la mesure carbone poussent à la compacité. Donc ça peut nous pousser parfois à élargir un petit peu les bâtiments. Donc il faut le savoir, les calculs peuvent pousser un petit peu à ça. Et c'est vrai que ça permet de rationaliser, mais ça ne veut pas dire que ce soit un absolu, pas du tout. Là, juste sur cette image, une des critiques qu'on s'est auto-proclamé nous-mêmes, c'est qu'on a un développé de façade beaucoup trop important. Mais on était sur... Enfin, pas beaucoup trop important. Il y a bien sûr d'autres avantages, comme on a une chape imbattable, puisqu'on ouvre la porte et on est tout de suite dans un appart ou dans un bureau. Mais on s'est prêté à la parcelle,
Et c'est vrai qu'on a un développé de façade qui est un peu important, mais on ne va pas construire la ville sur des... Enfin si, elle se construit beaucoup sur des espèces de cubes orphelins qui ne se touchent pas les uns les autres. Bon, voilà, j'espère avoir... Merci. On a une dernière question. Oui. Quelle différence entre permis d'innover et permis d'expérimenter? Est-ce que ça fait une différence pour vous dans la réalisation des projets? Non. Non, il faut vraiment regarder le permis d'innover. Je disais tout à l'heure que chaque fois qu'il y a un nouveau permis, parce que il y a des gens anonymes, assez formidables, moi je les croise parfois, qui travaillent sur ça, qui se disent les promesses de libérer les normes, surtout en France, qui sont très pesantes. Il y a vraiment, on rencontre dans les ministères des gens qui travaillent et qui produisent pour que les actes de loi puissent se faire. Donc, expérimenter, faire, enfin tout ceci à chaque fois sont écrasés par le suivant. Et aujourd'hui, celui-ci reste actif, le permis d'innover, il a même été prorogé, mais il va être encore enrichi du permis, je suis désolé, j'ai plus le nom en tête, mais qui est à plusieurs affectations, je crois qu'il s'appelle ainsi. D'accord. Bon, on pourra repréciser ça. Mais surtout, il est sur le territoire national, site. C'est ça qui est intéressant. Alors qu'auparavant, le permis d'innover, il était expérimental et posé sur les terrains de l'État. Ok. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Florian Dupont de l'atelier ZEFCO. Merci. Moi, je vais essayer de rentrer dans le sujet plutôt par un angle environnemental, puisque c'est mon prisme, et d'essayer de balayer un peu plusieurs échelles pour rebondir sur les bâtiments qui ont été présentés par Patrick. Alors, on a toujours le PowerPoint qui cale au même endroit. Pendant que ça démarre, la question de la réversibilité pour nous, avec l'entrée environnementale, elle pose beaucoup la question de l'irréversibilité. C'est-à-dire que ce qui a été présenté à l'instant par Patrick, c'est une solution, mais il y a aussi un raisonnement à l'inverse qui est de se dire à chaque fois que je suis en train de concevoir un projet urbain, un espace public, un bâtiment, est-ce que je ne suis pas en train de faire quelque chose d'irréversible ? Et ça n'apporte pas vraiment de solution de vous dire ça, mais je pense que c'est un raisonnement qui est vraiment important par le prisme environnemental, parce que c'est bien l'enjeu de demain de se dire qu'est-ce qu'on est en train de faire qui pourrait, et je ne voudrais pas que ça ait l'air mélodramatique, mais je pense que c'est vraiment le sujet, quelque chose d'irréversible pour l'humanité. Et c'est pour ça que je voudrais commencer avec une photo d'un petit hérisson, je ne sais pas si vous la voyez, et je me dis il est un peu tôt le matin, donc c'est bien de commencer avec une image d'un animal mignon. Je vais beaucoup vous parler ce matin plutôt de carbone, mais je voudrais qu'on ait en tête le sujet du vivant, parce que là, en matière d'irréversibilité, c'est flagrant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le hérisson en France, il vient de passer d'un statut supérieur en termes de protection, parce qu'on a l'inquiétude que cette espèce pourrait disparaître un jour. Si, à force de construire mal, de ne pas avoir des clôtures bien placées dans nos jardins, d'avoir des pratiques d'entretien des jardins et des espaces publics, on fait disparaître le hérisson, on ne le fera jamais réapparaître. On l'a déjà connu avec plusieurs espèces. Sur le climat, c'est un peu différent. Il y a des dimensions très irréversibles, c'est un sujet qui est très grave, mais il y a un truc quand même qu'on a du mal à oublier, c'est que aujourd'hui, on arrête d'émettre du carbone, on peut, en quelques décennies, récupérer notre climat. Donc c'est important d'avoir cette notion en tête. Avant de parler beaucoup carbone, je voulais quand même dire ça. On a l'intuition que l'impact carbone de la réversibilité, il est bon, et l'intuition est vraie. Mais ça nous semblait important quand même de le rappeler. On a fait une petite simulation, qui est un calcul de coin de table, de se dire, si je fais une démolition-reconstruction pour passer du bureau au logement, combien ça pèse ? Si je fais une adaptation qui est destructrice parce que j'ai beaucoup de changements à faire, combien ça pèse ? C'est la deuxième colonne. Et si l'adaptation est anticipée, combien ça pèse ? Et ce qu'on voit assez grossièrement, il faudrait challenger les calculs, etc., mais que grosso modo, on peut facilement avoir des adaptations destructives qui sont autant émettrices de carbone que les démolitions-reconstructions. Alors que quand on a une adaptation anticipée, là, on va aller chercher 10, 20, 30, 40% d'économie sur le cycle de vie du bâtiment. Alors ça, c'est quelque chose que je voudrais que vous ayez en tête, parce que j'imagine que les gens qui sont autour de la table ont envie de faire de la réversibilité. Ce n'est pas les calculs qui sont produits par vos bureaux d'études d'environnement qui vont vous aider à faire de la réversibilité.
si on prend cet exemple là, ici, ce projet qui est un parking qui est transformable en logement, il n'y a aucun calcul, aucun label qui va valoriser cette dimension-là. Je vais vous l'expliquer un petit peu en rentrant dans le détail des calculs pour que vous compreniez et de savoir comment bien les utiliser. Je ne voudrais pas faire quelque chose de trop technique, mais ayez en tête que quand on fait une analyse de cycle de vie dans notre métier, on va multiplier des quantités de produits par un nombre de remplacements et par un impact. Et en fait, on voit bien que la question de la réversibilité, elle se pose par cette question de remplacement. À partir du moment où vous n'avez plus besoin de remplacer, vous avez tout un facteur qui disparaît. Et en plus, tout ce cycle-là, tout ce calcul-là, il est fait sur 50 ans. Si vous l'étendez sur 70, 80, 100 ans, en fait, instantanément, vous divisez tout. Et donc ça, les calculs essayent un petit peu de le prendre en compte, mais vous allez le voir, pas forcément très très bien. On a ça, notamment, si j'essaie de comparer le calcul réglementaire avec, par exemple, le calcul du quartier énergie carbone ou BBCA. Dans le calcul réglementaire, on donne du poids au stockage carbone dès maintenant en donnant un coefficient en fonction de quand est-ce que c'est émis. Donc ça va donner du poids au fait que vous capturez du carbone. Dans le quartier énergie carbone, on va être sur la mesure physique, quand est-ce que le carbone rentre et sort. Et donc là, si on le détruit, hop, instantanément, on va calculer ce carbone. Et dans BBCA, vous allez avoir une lecture comptable. C'est-à-dire qu'on va vous dire, on va amortir le carbone dans le temps. Et ça veut dire que quand vous allez proposer une démolition, on va vous dire, attention, vous n'avez pas encore bien amorti votre carbone de la même manière qu'on fait en comptabilité. Donc ça, très très concrètement, ce qu'on voit sur la diapositive suivante, c'est que quand on regarde la fin de vie du bois selon les différents prismes, il y a des choses qui vont être comptées pas trop fortes comme dans le calcul réglementaire, beaucoup plus dans le deuxième, et on va calculer de l'amortissement dans le cadre du label BBCA. Vous avez la même chose sur le béton, qui est calculé différemment, je ne rentre pas trop dans les détails, et à la fin, si vous comparez les différents calculs en comparant le béton et le bois, vous voyez des grosses différences calculatoires qui vont dans la prise en compte de ces éléments-là. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je suis désolé peut-être d'être un petit peu trop technique, mais c'est important que vous ayez en tête que dans les échanges que vous allez avoir, c'est votre volonté d'être réversible qui va vous permettre de faire des projets réversibles et pas forcément les calculs ou les labels. Et du coup, on pourrait se dire, mais les maîtrises d'ouvrage ne vont pas le faire ou ne le font pas. Patrick en est une preuve vivante, il y en a qui s'y intéressent. Nous-mêmes, on a nos projets de bureaux en ce moment qui sont en construction à côté de Gare de Lyon, qu'on fait pour la SNCF, qui dit « Je veux que mon bureau soit réversible en logement ». Et donc, en fait, vous avez un acteur qui est propriétaire d'un bâtiment qu'il va exploiter dans le temps et qui se dit « Il y a une valeur à ça de pouvoir transformer des bureaux en logement ». Alors qu'il y a des surcoûts. Dans cet exemple-là, il y a une cage d'escalier en plus pour la transformabilité en logement. Donc, il y a quand même un début de modèle économique qui est perçu par certains. Je pense également à un projet de l'agence Franck Boutet Consultant qui avait été fait à l'époque pour un concours pour EDF Bas Carbone qui avait modélisé l'intérêt de surdimensionner les fondations d'un bâtiment de la RIVP pour anticiper une potentielle surélévation et éviter sa démolition. Au début, c'était un concours théorique. Et en fait, la RIVP l'avait fait. Elle s'est dit, moi, ça vaut le coup de surinvestir un petit peu en béton dans les fondations pour ensuite pouvoir surélever un jour. Donc ça, c'est vraiment la partie bâtiment. Il y a un élément qui est en train d'arriver avec les bâtiments neufs, c'est qu'aujourd'hui, on commence à mettre beaucoup de bois et de matériaux biosourcés dans nos bâtiments. Vous avez ici le plus vieux bâtiment en ballot de paille de France. C'est un bâtiment qui a plus de 100 ans. Ça veut dire qu'il y a plus de 100 ans, il y a du blé qui a poussé dans un champ, on a fait des ballots de paille, on les a mis en isolation de ce bâtiment, et ils sont encore là. Et si le bâtiment est bien entretenu, dans 100 ans, ils sont à nouveau là. Ils seront toujours là. Et ça, en quoi c'est intéressant sur la question de la réversibilité, c'est que la réversibilité, historiquement, elle était éviter de démolir et de réinvestir du carbone. À partir du moment où vos bâtiments sont des puits de carbone, il y a un enjeu à éviter de relâcher le carbone qu'on a mis dans les isolants ou dans la structure. Et donc, la réversibilité est en train de prendre une autre dimension avec ces nouveaux bâtiments. On a fait un calcul encore de coin de table, mais c'est un peu notre rôle. On s'est dit, et si le bâtiment dure 100 ans,
et qu'on ne regarde plus son cycle de vie sur 50 ans, la structure béton, vous le voyez ici, ça ne va pas énormément changer. À l'inverse, si vous commencez à raisonner comme le fait l'ARE sur une lecture dynamique des émissions et que vous valorisez le stockage biogénique, en fait, vous avez un bâtiment qui, sur l'ensemble de son cycle de vie, va avoir un impact négatif au sens positif du terme, c'est-à-dire qu'il va capturer du carbone. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir en tête et qui, pour le coup, n'a pas encore été aussi bien théorisé que ce que ça a pu être fait là par Patrick sur la réversibilité, de se dire comment je continue à avoir dans le temps un bâtiment qui capture du carbone. Il se trouve que cette question bâtimentaire, elle impacte énormément le projet urbain. Parce qu'en fait, quand on est sous contrainte carbone, et on va vers un monde sous contrainte carbone, on a besoin de réhabiliter, de transformer, et ça, c'est conditionné par la réversibilité anticipée. 2 exemples. Le premier, à Val-de-Fontenay, où on s'est donné un budget carbone construction pour respecter les accords de Paris, le plan climat, et on a testé un niveau de réhabilitation ou d'engagement sur la réhabilitation. Et ce qu'on voit dans le calcul qu'on a pu faire, c'est qu'en faisant du neuf réglementaire avec de la démolition qui faisait du neuf réglementaire, on ne tenait pas l'objectif. Si on faisait du neuf réglementaire et qu'on avait une réhabilitation performante, on était à la limite de l'objectif. Et que pour le tenir, il fallait que ce soit du neuf qui ait un temps d'avance sur la réglementation et une réhabilitation performante. Donc, ça veut dire que le patrimoine qu'on est en train de structurer demain, il est extrêmement dimensionnant pour, à long terme, tenir des objectifs carbone. Autre exemple intéressant, une étude qu'on a faite pour l'Union sociale pour l'habitat. Cette étude venait des bailleurs qui disaient « il n'y a pas de problème sur le fait qu'il faut réhabiliter, on en est persuadé ». Par contre, on a l'impression qu'il y a certains cas où on fait des démolitions-reconstructions qui ont un sens carbone. Pourquoi ? Parce que le parc est trop inadapté à ce dont on a besoin. Donc ils nous ont donné 10 cas dans lesquels on a évalué le projet qu'ils avaient fait en comparaison avec un scénario de rénovation. Mais on a inclus là-dedans les mobilités et les consommations des bâtiments. Pourquoi ? Parce que c'est extrêmement important de raisonner à population constante. Et quand on raisonne à population constante, on voit que dans certains cas, et en l'occurrence dans les cas qu'ils nous donnaient, les populations qui allaient habiter plus loin dans des bâtiments potentiellement moins performants, moins bien gérés, pouvaient générer un impact carbone plus important. Et donc, dans 9 cas sur 10, ça s'est vérifié. Donc ça ne fait pas du tout une généralité, on est bien sur des cas particuliers, attention. N'empêche que ça montre que la non-réversibilité peut condamner le projet. Si les bâtiments qui étaient dans les patrimoines des bailleurs avaient été réversibles par nature, avaient été beaucoup plus modulables, on n'aurait pas été dans cette situation. Là, on se retrouve à devoir, entre guillemets, même d'un point de vue climatique, démolir et reconstruire. Je voudrais parler un tout petit peu d'espace public, parce que la réversibilité dont on a parlé, on voit qu'elle peut être dimensionnée par des solutions techniques, qu'elle se heurte, et c'est normal, hein, c'est important de le dire, à des difficultés administrative, mais qui vient de l'urbanisme, puisque l'urbanisme a besoin de dire où est-ce qu'il y a de l'agriculture pour que le marché de logement ne vienne pas manger le marché du foncier de l'agriculture, de la même manière qu'il ne faut pas que le marché du bureau vienne trop manger le marché du logement qui ont des économies différentes. Donc il y a une forme de régulation administrative nécessaire qui est un peu l'essence de l'urbanisme. En matière d'espace public, la réversibilité, elle se pose un petit peu différemment, notamment par mon prisme qui est environnemental, qui est de dire qu'est-ce qui va changer fondamentalement. Ce qui va changer fondamentalement et qui doit changer les prochaines années, c'est la mobilité. Et donc, l'anticipation de l'accompagnement de ce changement de la mobilité, il doit être pris en compte dans l'espace public parce qu'on a quand même une culture politique de « je refais l'espace public pour mes concitoyens » et ça se voit et ça a besoin de se voir. Un exemple qui n'est pas généralisable parce que c'est la rue de Rivoli à Paris, mais qui est un concentré de ce sujet-là, c'est son évolution ces dernières années. Ça, c'est la rue de Rivoli. On peut revenir sur la rue de Rivoli en 2018. Si vous regardez bien la coupe, vous avez 3 lignes de voitures. Il se trouve qu'il y a une bordure entre la 2e et la 3e ligne. En 2020, parce que le vélo a besoin de trouver de la place, on crée 2 fois une voie vélo
à gauche. Pour protéger les vélos, on crée une bornure en granit. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Paris, il y a probablement 2 km de bordure. 2 km de bordure granit pour séparer cette voie vélo d'une voie voiture et d'une voie bus. Parce que le vélo a besoin de grandir dans des proportions qui sont phénoménales, je pense que c'est important de rappeler. Je crois que le plan vélo en France, c'est une multiplication des pratiques par 4 à l'échelle nationale. Donc si vous voulez l'exposer à des endroits comme Paris dans les métropoles, en fait, vous cherchez plutôt à faire un x10 si on veut aller vers les usages de Copenhague et Amsterdam, et c'est bien ça qu'il faut faire dans les métropoles. Donc l'usage du vélo augmente, donc urbanisme tactique post-Covid, on va agrandir la place du vélo, et là on se retrouve avec 2 voies voitures qui sont devenues des voies vélo larges à double sens et une 3e voie. Et donc ce que vous voyez, c'est que le dessin initial qui était d'avoir juste une bordure à droite était idéal pour l'état final. Et donc on a un gros risque, vu l'évolution des mobilités, qui voit arriver des choses très très rapidement entre les trottinettes électriques, les vélos cargo électriques, les véhicules intermédiaires qui sont des voitures beaucoup plus petites qui roulent beaucoup plus lentement, d'essayer de changer tous les 5 ans pour courir derrière la mobilité. Et au lieu de ça, on pourrait se dire, attention, j'ai une vision prospective où j'anticipe ces questions de mobilité et j'ai un urbanisme et une espace public beaucoup plus neutre. Autre sujet de réversibilité qui nous tient pas mal à cœur à l'agence, c'est la question de la maintenabilité. L'espace public, on a tendance à tout le temps l'ouvrir pour aller chercher un réseau, réparer des choses, etc. On se rend compte que les solutions modulaires d'espace public sont beaucoup plus réversibles au changement d'usage que j'évoquais à l'instant, mais aussi à la maintenabilité. L'exemple symptomatique de ça, c'est Lisbonne, où vous avez une culture il y a des pavés dans la rue, mais des fois qui traînent en tas, où on peut venir ouvrir la chaussée, secouer un petit peu les pavés, mettre le sable d'un côté et les pavés de l'autre, on entretient les réseaux, et après on revient le reboucher, et il n'y a pas eu d'apport de matière ni de déchets. Il y a certaines collectivités qui sont en train de faire ça, et là, on se confronte à un sujet qui est le surinvestissement carbone initial dans ces matériaux, parce que ces matériaux modulaires vont souvent avoir un impact carbone plus important, mais qui, dans le temps, vont s'amortir s'ils sont bien entretenus et gérés comme une ressource avec une logique d'économie circulaire. Donc on voit que cette question de la reversibilité, du cyclique, en fait, c'est quelque chose qui est devant nous et qui doit encore trouver sa place également dans l'espace public. Je voudrais élargir un petit peu la question à l'aménagement. Ça, c'est la place du Capitole à Toulouse, et donc qui est en fait un parking sur lequel on a mis une place. Cet aménagement de parking grève à jamais la possibilité de le verdir. On a reconnu ça, on était dans la maîtrise d'œuvre de la place de la Comédie à Montpellier. On a réussi à planter 3 arbres en se glissant en éliminant 3-4 places de parking. C'est des études absolument phénoménales, c'est beaucoup d'ingénierie pour juste réussir à planter 3 arbres. Ça montre très très bien comment des choix qu'on peut faire sont irréversibles sur la question environnementale dans l'aménagement. Et ça, on l'a à la fois en héritage dans certains projets, je reparle à nouveau de Val-de-Fontenay-Alouette, où on a à côté de la gare 6200 places de parking, dont 60% sont libres. Donc l'aménagement des années 70 a grévé à jamais les sous-sols, l'usage de la voiture. On ne sait absolument pas ce qu'on peut faire de cette taille de parking. Donc on se pose la question aussi sur le neuf, c'est l'exemple suivant qui est à Pyramide-les-Îles, où on a fait le travail de se dire sur ce quartier neuf, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des sous-sols sous les bâtiments, image de gauche, ou en silo. Ces images qui ont été produites par la maîtrise d'œuvre qui est menée par Aubras montrent très très bien comment l'empreinte des parkings marque énormément l'usage du sol, parce qu'en plus souvent ces parkings sont en dépassement de l'épaisseur du bâtiment, donc ils viennent manger de la pleine terre. Et donc ce qu'essaye de montrer l'image suivante, c'est que en synthèse, voilà l'impact qu'a sur le foncier à gauche un projet urbain de parking en sous-sol, à droite de parking en silo. Alors qu'en plus, on a une différence
extrêmement forte en carbone entre le parking en infra à gauche et le parking silo à droite, avec en plus, à nouveau, cette question de la réversibilité. Après, évidemment que le sujet n'est pas complètement ni tout noir ni tout blanc, parce qu'on voit bien aussi que des fois, on pourrait se dire que les parkings d'aujourd'hui font les caves de demain, donc il y a cette notion de réversibilité-là aussi. Mais par contre, on voit très très bien la dimension irréversible, et je voudrais vraiment insister là-dessus, du choix qu'on fait quand on scelle un sol à jamais, et quand on grève à jamais la possibilité de planter des arbres dans un quartier. Et du coup, je voudrais finir un petit peu sur cette idée-là, c'est qu'on doit chercher à faire réversible, mais aussi être très 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 vigilant pour essayer de désirréversibiliser l'aménagement, et que se dire, on doit toujours avoir cette idée-là en tête, on se dit, est-ce que la décision que je prends, en fait, elle fabrique de l'irréversibilité en termes d'usage de demain, de possibilités d'évolution des mobilités, de la place du hérisson, etc., pour ne pas se retrouver dans le cas qu'on voyait tout à l'heure, où on se dit, en fait, la seule solution, c'est la démolition, parce que ce n'est pas à la mesure des enjeux contemporains. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Irréversible, j'aime bien. Merci. Oui, c'était riche d'informations et de messages, tant sur le bâtiment que sur l'aménagement. J'invite le public à poser des questions dans le chat. Et de mon côté, je vais rebondir aussi sur ce que vous avez dit, mais peut-être, Patrick, vous avez des premières réflexions sur ce que vient de dire Florian. Oui, je disais que je n'utilise pas, mais ce mot irréversible, il est la conséquence de ce qu'on a vécu depuis la reconstruction. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments construits qui sont désormais irréversibles. Alors que quand on regarde l'histoire de l'architecture, toujours présente, hein, on se rend compte qu'on est capable, dans des locaux industriels, de trouver plusieurs vies à la suite de pourquoi ils ont été construits, parce qu'ils ont été construits sur des réflexions, et ils ne le savaient pas à l'époque, hein, mais par exemple les grandes machines-outils qui se glissaient sur les plateaux industriels, il fallait bien les remplacer, et donc on anticipait à l'avance le fait, en revenant du dernier salon extraordinaire sur l'acierie, on savait qu'on allait tous les 4 ans changer de machinerie pour le progrès, pour la concurrence, disons que les banques suivent. Et ça, c'est le problème de l'architecte, de l'ingénieur, de suivre ça. Les plus beaux bâtiments qu'on a réhabilités, chocolaterie, Arsenal de Brest, les silos de Chaumont, c'est à chaque fois qu'on y rentrait, on se disait mais quelle intelligence, et on posait la question, même le journal Libération, rue Béranger, qui est dans un garage, quoi, et on se posait la question, mais où est l'architecte? Il n'y avait jamais d'architecte, c'était toujours des ingénieries, enfin des ingénieurs, c'était plus simple qu'aujourd'hui, et qui réfléchissaient au fait qu'il fallait, dans ces grandes carcasses, pouvoir penser qu'elles auraient plusieurs vies. Et donc qu'elles ne soient pas irréversibles. La preuve, hein, c'est que dans tous ces bâtiments aujourd'hui, on a réussi à glisser des fonctions différentes. Et la réversibilité a existé depuis tout le temps. Et le phénomène qui a fait qu'on a fléché, il est très financier aussi, hein, on a fléché des bureaux, des logements, des équipements, avec des cultures toutes différentes, a fini par faire ce grand puzzle assez indémêlable aujourd'hui. Surtout dans le logement, je trouve. Surtout dans le logement, parce qu'on est parti sur des partitions T1, T2, T3, et si on pose vraiment la question aux gens aujourd'hui, plutôt jeunes, primo-accédants, ils n'ont absolument pas envie d'habiter sur ces modèles. Donc il faut revenir au plan libre. Je ne dis pas ça pour Corbu, mais il avait certainement une intuition. Mais il n'y a pas de Corbu quand on regarde un
un château du XVIIe, on verra comme il est capable de pouvoir aujourd'hui recevoir momentanément des migrants en difficulté climatique et on sait les installer dans ces lieux-là. On ne saura pas les installer dans des lieux figés, quoi. Donc irréversibles. Merci. On a une question pour Florian. Comment conseilleriez-vous les collectivités quand elles aménagent les espaces publics? Vous avez parlé d'espaces neutres. Existe-t-il des guides, des documentations aisément compréhensibles pour sensibiliser les néophytes? Pas tant. C'est dur de synthétiser, mais je pense... La première chose que je dirais, c'est comme l'espace public est beaucoup en réponse à la question de la mobilité, je pense que c'est vraiment important que les collectivités fassent l'effort de se dire quelles seront mes mobilités dans 10, 20, 50 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il faut réduire la place de la voiture, mais on a fait toujours cette erreur avec la question climatique de se dire je gère du tendanciel, j'essaie de réduire un peu. Ce n'est pas du tout à l'échelle des sujets qui nous intéressent. Donc là-dessus, il se trouve qu'on fait une table ronde là-dessus aux entretiens de l'aménagement à Lyon dans 2 semaines. Donc il va y avoir des éléments là-bas et on va sortir un peu des éléments, mais il y en a assez peu, même s'il y a beaucoup de production de l'ADEME, etc. Mais bref, ayez en tête l'évolution des parts modales demain quand vous rentrez dans les questions d'espace public. Et il commence à y avoir un petit peu des travaux sur la sobriété des espaces publics avec cette entrée-là et l'entrée carbone. Alors je peux citer que les miens parce que c'est ceux que je connais, mais on a fait un guide sobriété pour la Samoa sur l'île de Nantes qui sert pas mal. Je ne pense pas qu'il soit accessible, mais bon, il existe. On est en train d'écrire un guide pour Pleine Commune qui pour le coup sera public quand il sortira. Et il y a un peu quand même des retours d'expérience sur les travaux qu'on a fait sur les Jeux Olympiques, puisqu'on a fait la maîtrise d'œuvre des espaces publics du village des athlètes et du cluster des médias, où là il y a eu un vrai travail de suivi et de l'impact des espaces publics. Donc il commence à y avoir des retours d'expérience qui là sont disponibles pour le coup. Très bien, merci. Une autre question sur les coûts et le temps. Sont-ils très différents pour concevoir un bâti réversible? Non, là aussi c'est une fausse idée, mais il y en a beaucoup, hein. D'ailleurs, le livre dont je vous parlais, Transformer des bureaux en logements, c'est pas exactement la question, mais on a 20 questions. 20 questions qui sont des contre-vérités, qui sont souvent assumées comme les coûts, on ne peut pas faire des logements dans des bureaux, ça coûte trop cher et tout. Il y a des bribes de vérité dans la question, mais ce qu'il faut, nous, c'est les résoudre. Enfin, Florian et moi, on doit résoudre ces questions qui sont toujours à freiner le sujet. Alors, sur le réversible, vous avez vu les plans, ce sont des plans extrêmement simples, il n'y a aucune prouesse technique. Ce sont des planchers qui font 22 parce qu'ils portent 250 km². Si c'était du logement, ce serait 150 kg. Donc, à certains moments, on a préféré aller au-delà pour que ce soit justement réversible dans le temps. Un jour, les Eurocodes vont supprimer les portances, parce que les portances, elles étaient surtout faites pour contenir des archives de bureaux, et on n'est pas revenu dessus, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt en numérique, quoi, donc on pèse moins lourd. Enfin, toutes ces questions, tu en parlais tout à l'heure pour l'élection de la voiture, ce sont des sujets à revisiter. Et donc on est en ossature bois sur les façades, on a la même fenêtre partout, je parle de Bordeaux là, hein, mais ça pourrait être tout à fait autre chose, et fait évidemment par d'autres maîtrises d'œuvre. Donc on n'a pas de coût ajouté. Le seul coût qu'on aurait ajouté, c'est que le bâtiment, avec nos amis les pompiers, il est passé en détection incendie sur l'ensemble, donc c'est comme un ERP, donc voilà, c'est normal. Je pense que le 3e bâtiment qui sera construit comme ceci aura une révision. Mais donc, je le redis, hein, et c'est important, sur Euratlantique, les prix moyens des bâtiments, c'est 2002-2004, on est dans cette fourchette. Ceux qui construisent des bureaux ou des logements, donc irréversibles, eh bien nous avons, j'ai pas cité Elitis, hein, qui est notre partenaire, et surtout aussi le PA Euratlantique et Valérie Lassec qui tient beaucoup
accompagner ce projet qui est un projet d'État. Donc, ça n'est pas un caprice d'architecture réversible, c'est une anticipation. Le problème, toujours en France et ailleurs, enfin, particulièrement en France, c'est quand on a un sujet qu'on veut développer et qui a beaucoup d'opposition, ça prend du temps. C'est la vieille histoire, il ne faut pas avoir raison trop tôt. Je ne dis pas qu'on a raison, mais ce démonstrateur, il sera visité à partir de l'année prochaine en chantier. Et beaucoup de questions vont être posées et peut-être des approximations de notre part révisées. Mais ça renvoie à ce que vous dites, à un commentaire question qui a été rédigé dans le chat, qui dit « L'irréversibilité rejoint la notion de bien commun négatif développée par Alexandre Monin dans Héritage et fermeture, l'écologie du renoncement. N'y a-t-il pas une difficulté à savoir identifier aujourd'hui, pour éviter de les produire, les services qui seront obsolètes dans le futur ? Personne dans le passé n'a pensé que les parkings pourraient être obsolètes. » C'est une vraie question. Je pense qu'il faut à la fois y souscrire, c'est-à-dire ne pas avoir trop de certitude. Je pense que c'est vraiment important d'avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça. Et en même temps, moi je martèle pas mal le discours que les chiffres sur la question environnementale sont assez têtus. Donc en fait, on a quand même quelques certitudes qui, si j'essaie de les synthétiser, disent que on n'est plus dans un monde de l'abondance, qu'on doit aller vers une sobriété volontaire pour éviter à un moment une sobriété subie, et que ça va changer des usages. Par exemple, moi j'insiste sur la question de la mobilité, qui est un peu mon dada, et parce que je pense que ça influence les sujets dont on parle. Pour moi, il n'y a pas de scénario crédible d'un point de vue environnement, macroéconomie, où on continue d'augmenter la taille des bassins de vie. On va forcément vers une réduction de la taille des bassins de vie. Donc, une fois qu'on a dit ça, on ne sait pas exactement quelle va être la part de vélos, de véhicules intermédiaires électriques, de transport en commun au détail près. N'empêche qu'on connaît globalement la direction. Et c'est important, et c'est pour ça que tout à l'heure j'insistais sur le fait que là-dessus, il ne fallait pas essayer d'orienter le tendanciel actuel et ce qu'on connaît, il fallait bien être dans de la rupture pour aller vers cette société-là. Donc, je ne voudrais pas avoir trop de certitudes, parce qu'en effet, on ne sait pas très bien à quoi va ressembler le monde futur, et en même temps, je pense que c'est important de se dire qu'il y a des choses qui sont assez écrites là-dessus et très documentées, et que du coup on peut s'appuyer là-dessus. Moi je suis très frappé, on ne sait pas grand-chose de nouveau depuis que je travaille ou même que j'ai fait mes études sur la question environnementale. Et, tout était écrit et tout s'est réalisé à peu près à la lettre. Donc c'est agaçant d'avoir des gens qui sont un peu prophétiques et qui en plus parlent de sobriété, d'effort et tout ça, même si moi je suis convaincu que la société vers laquelle on se dirige va être très intéressante à plein d'égards. Mais moi je suis un peu persuadé qu'il ne faut pas trop douter, parce que sinon ça nous ralentit. C'est bien de parler de l'environnement, des véhicules, mais c'est intéressant aussi de parler du logement. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un éventail de sujets sur le logement, enfin. Il y a quelques années, c'est le logement, sauf quelques formidables architectes, souvent des femmes, il était délaissé par les architectes. Mais un jour, j'ai écrit avec Paul Chemetov, c'était 2 tribunes, comme ça dans le monde, et j'ai commencé à dire, c'était après le Covid, on peut habiter des logements plus petits, alors qu'il y avait eu des tribunes qui disaient il nous manque une pièce dans les logements. J'adhère complètement, j'aimerais beaucoup que tout le monde ait une pièce de plus, moi compris. Et je l'ai dit à une amie qui est journaliste, Catherine Sabat, et je lui ai dit je vais écrire ça. Et elle m'a dit t'es fou, tu peux pas écrire ça en ce moment. Et dire qu'il faudrait que les logements soient plus petits. Et j'essayais de la raisonner en lui disant, je ne l'ai pas écrit, qu'il fallait qu'il soit plus petit. Et donc, je lui disais, mais c'est une question
de géométrie de l'intérieur. Déjà, si on était à 2,70 m, on serait dans des volumes plus nobles. Et il y a plein de questions qui se posent sur la géométrie intérieure d'un lieu, en échappant, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fameuse partition T2, T3, jour, nuit, etc. On est capable d'avoir des mobilités. Si on fait appel au design, parce qu'en logement, on ne vous demande jamais de travailler sur l'intérieur, mais enfin, du moins nos opérateurs, nos maîtres d'ouvrage. Et si on fait appel à des notions qui sont d'une autre culture encore, entre environnement, architecture et design, on arrive à moduler des espaces de vie et, par exemple, rétablir la cuisine, qui est là aussi, c'est encore un faux truc. On nous fait des cuisines américaines, ça je dis souvent, qui ne sont pas du tout des cuisines américaines, toujours en les séries américaines nous prouvent qu'une cuisine américaine, et on me dit que ça va bientôt être fini, donc on va, puisque c'est un petit déjeuner, je finissais sur la cuisine. Merci. Je sens le café. Là. Merci beaucoup à vous deux. On avait une dernière question, mais on vous la posera après. Oui. Bon, pour ceux qui restent, existe-t-il des idées, des expérimentations pour rendre les parkings souterrains réversibles ? Pas à ma connaissance, on arrive toujours à la même solution, dire on va en faire une boîte de nuit ou une champignonnière. Voilà. Puis après... non, mais on fait des trous, on fait un grand puits de lumière et on irrigue, c'est le cas à Moussaïa, hein, oui. 6000 m² pour les makers. Oui. Et on leur apporte la lumière. Donc, place du Capitole, vous proposez qu'on ouvre la place, qu'on fasse un puits de oui. À Toulouse. Très bien, merci beaucoup. Donc, ce 15e petit déjeuner technique se termine. C'est aussi le dernier de notre cycle réhabilité sur la transformation des bâtiments obsolètes. Ce cycle a commencé en janvier, il s'achève bientôt, il devait s'achever par une visite au mois de juillet de l'opération que vous avez réalisée aussi, Patrick, à Rosny-sous-Bois. Bison futé, transformation du Centre national d'information routière en logements sociaux. Et donc, on l'avait prévu pour le 4 juillet, on va sans doute la reporter au mois de septembre, hein, on en avait discuté, pour voir la mise en œuvre des pods. Voilà, les structures bois préfabriquées hors site. On fera, avec Baptiste, notre maître d'ouvrage, on fera cette... la visite d'un... C'est-à-dire que c'est une architecture patrimoniale, je suis très court, hein, qui aurait pu être détruite et elle est épousée aujourd'hui par une structure bois et comment le béton et le bois peuvent jouer ensemble pour en plus doubler la surface actuelle et ne pas dénaturer ce bâtiment qui était très très bien dessiné par des architectes presque anonymes dont on parlera quand on fera la visite. À la rentrée. Donc suivez nos actualités, notre lettre newsletter. Et puis dernière information, les prochains rendez-vous de Ecopolis, prochaine visite le 25 juin prochain de l'écoquartier des Docks à Saint-Ouen-sur-Seine. Et notre prochaine commission BDF le 10 juillet après-midi en visioconférence. Je vous remercie et à bientôt. Merci. Merci.